Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto complet AppScript. Aujourd'hui, on va voir comment déclarer et manipuler des arrays, donc array en anglais A2RAY, qui veut dire tableau ou liste, qui vont être en fait des listes ou tableaux d'éléments, donc des listes de valeurs. Et on va voir que ces listes peuvent être aussi imbriquées entre elles. On va voir toutes les opérations qu'on peut faire dessus et comment les parcourir. C'est parti! Comme d'habitude, je vais repartir de mon fichier existant. Donc là, je l'ai renommé juste 05 tableau. Je vais dans extension AppScript et je vais me créer un nouveau fichier 05 tableau. Fonction tableau. Alors, qu'est-ce qu'un tableau? Donc on appelle tableau ou liste et en anglais array. Donc, dès que vous voyez array, on parle de tableau ou de liste. Et bien un tableau, en fait, ça va être une liste d'éléments, tout simplement. Et par exemple, pour déclarer un tableau, je vais écrire les tableau 1 égale crochet. Crochet ouvert, crochet fermé. Donc là, en fait, je déclare un tableau vide que je peux afficher. Donc pour rappel, j'ai toujours ma fonction mylog qui a été déclarée ici, qui me permet d'éviter d'écrire logger.log à chaque fois. Mais on peut écrire logger.log, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui se passe si j'exécute ce code? Et bien là, il me renvoie exactement ce que j'ai écrit. Donc là, en fait, on a un tableau vide. Et ce tableau vide, on va pouvoir ajouter des éléments dedans. Alors, il existe plusieurs méthodes pour ajouter des éléments à un tableau. Et la première, c'est tableau. Donc, le tableau que j'ai déclaré, .push. Là, par exemple, je vais écrire 1. En fait, la méthode push, regardez ce que ça nous donne après sur le tableau 1. Et là, on voit que la méthode push a ajouté 1. Donc là, j'ai un 1 dans mon tableau. Avec cette méthode, je peux ajouter aussi plusieurs éléments. Par exemple, si je fais tableau 1.push, j'écris 2, alpha, entre guillemets, virgule true. Donc là, en fait, j'ai mis un nombre, une chaîne de caractères et un booléen. Et ensuite, je vais afficher mon résultat. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc, tableau vide. Ensuite, j'ai 1. Et ensuite, j'ai 1, 2, alpha, true. Donc, en fait, un tableau peut contenir à la fois des nombres, des chaînes de caractères ou des booléens. Un tableau peut contenir tous les types primaires. Et on voit que la méthode push, à chaque fois, ajoute des éléments à la fin du tableau. Donc la première fois, peu importe, parce que de toute façon, le tableau est vide, donc au début ou à la fin, c'est pareil. Et la deuxième fois, 2 alpha true, ça rajoute 2 alpha true à la fin de mon tableau. Je peux aussi ajouter des éléments au début de mon tableau, et c'est la méthode unshift. Donc oui, c'est pas très intuitif comme nom, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles du JavaScript. Par exemple, si je fais tableau 1.unshift, on va mettre 11,5 par exemple. 11.5, alors attention, si je vais mettre un nombre décimal, il faut bien que je mette un point. Si je mets une virgule, ça veut dire que je veux ajouter un autre élément. Et ici, on voit que mon 11,5 a été ajouté au début du tableau. Donc unshift permet d'ajouter un élément au début du tableau. Et il existe évidemment les méthodes inverses, qui sont tableau 1.pop. Donc en fait, le pop va m'enlever le dernier élément du tableau. Et l'autre méthode, pour enlever le premier élément d'un tableau, c'est tableau 1.shift. Donc oui, c'est un peu contre-intuitif. Pour ajouter un élément au début, c'est unshift. Et pour enlever un élément au début, c'est shift. On a exécuté tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, j'ai ajouté 2 alpha true 11,5 1. Donc j'ai bien mon tableau 11,5 1 2 alpha true. Je fais un pop. Et là, on voit que mon true a disparu ici. Et si je fais un shift, on voit que mon 11,5 a disparu ici. Ensuite, je vais pouvoir accéder à des éléments du tableau. Et par exemple, si je fais tableau 1, 2, par exemple, je mets ça dans une variable et je vais afficher mon résultat. Donc là, ça nous renvoie alpha. Pourquoi? J'ai demandé d'accéder à l'élément, à l'index 2 du tableau. Et en fait, c'est exactement comme les chaînes de caractères. On commence à l'élément 0. Donc élément 0, élément 1, élément 2. Mon élément 2 est bien alpha. Et exactement comme les chaînes de caractères, j'ai une méthode qui me permet de renvoyer la longueur de mon tableau. Et si j'affiche cette longueur, hop, là normalement, il doit me renvoyer 3. Alors oui, attention, le point length, ce n'est pas une fonction, il ne faut pas mettre de parenthèse, sinon ça ne fonctionnera pas. Le length, c'est un peu spécial, voilà. Ça m'envoie 3, parce que j'ai 3 éléments dans mon tableau. Donc en fait, on a à peu près les mêmes méthodes que les chaînes de caractères pour accéder à l'élément d'un tableau. Je dis bien à peu près, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est plutôt logique, vu qu'une chaîne de caractères, en fait, c'est un assemblage de caractères. Donc on peut, je dis bien on peut considérer dans une certaine mesure que c'est un tableau, enfin une liste à une dimension de caractères. Et donc, exactement de la même façon que pour les chaînes de caractères, si je veux accéder au premier élément de mon tableau, je fais un tableau 1, 0. Et si je veux accéder au dernier élément de mon tableau, quelle que soit sa taille, et ben je vais faire tableau 1, point length, moins 1.
Ne pas oublier le -1, vu que les index commencent à 0. Et là, je vais donc afficher à la fin le premier et le dernier élément, 1 et alpha. Alors, il faut savoir aussi que si on analyse la signature des fonctions, par exemple push, il nous dit que new element to add to the array et qu'il ajoute un nouvel élément à la fin. Et il nous dit que ça nous renvoie un nombre. Et en fait, si on regarde la signature, il dit return the new length of the array. Ça veut dire que, en fait, par exemple, je vais déclarer ma variable résultat O. Si j'enregistre le résultat de tableau 1.push1 et que je l'affiche, hop, normalement, ça va me renvoyer 1. Voilà. Alors attention, là, tableau 1, c'est 1 sous forme de tableau, dans un tableau. Et le résultat de tableau 1.push1, ça renvoie 1. En fait, ça renvoie la longueur du tableau, qui fait 1 du coup, parce qu'il y a un élément. Et en fait, ça va marcher quelle que soit la méthode. Là, mon résultat va être égal à 4, vu que j'ai ajouté 3 éléments. Et si je regarde la signature de unshift, pareil, il me dit return the new length of the array. Donc ça va aussi me renvoyer la nouvelle longueur. Et si je regarde la signature de pop et de shift, donc qui permettent de supprimer un élément, ça me dit, ça renvoie soit une chaîne, soit un nombre, soit un booléen. Remove the last element of the array and returns it. Ça veut dire que si je stocke le résultat de tableau 1.pop et que je l'affiche, et je vais faire pareil pour shift, tac, et bien en fait je vais pouvoir récupérer l'élément que j'ai enlevé de mon tableau. Alors là on a commencé à afficher pas mal de choses. Donc si on regarde, tableau 1.push2 alpha true, si je stocke le résultat de push de mes 3 valeurs, j'obtiens 4, puisqu'en fait la longueur du tableau maintenant c'est 4, vu qu'il y a 4 éléments dans ce tableau. Dans tableau 1.unshift, donc là je ne fais rien, j'ajoute 11,5 au début, et en fait, résultat égal tableau 1.pop, donc là j'enlève le dernier élément qui est true, j'affiche mon tableau du coup sans le dernier élément, et mon résultat renvoie true. Mon résultat va renvoyer l'élément qui a été supprimé du tableau. Et pareil pour tableau 1.shift, si je descends, on voit qu'ici on a enlevé le 11,5 parce qu'on a supprimé la première valeur, et on l'a récupéré dans la variable résultat. Donc en fait, quand on enlève une valeur avec pop ou shift du tableau, on peut récupérer la valeur enlevée, ce qui peut nous servir si jamais on veut justement enlever une valeur du tableau et s'en servir ailleurs. Alors je ne suis pas obligé de déclarer un tableau vide, je peux très bien déclarer un tableau 2, avec des valeurs. Par exemple 10, alpha, virgule, bravo, false, 12, 562,23, etc. Donc là, en fait, je peux déclarer un tableau qui a déjà des valeurs préenregistrées. Exactement comme les variables, en fait, on peut déclarer des chaînes de caractères vides ou déjà enregistrées. Et je vais avoir des méthodes qui vont me permettre de savoir, par exemple, si une valeur est dans un tableau. Par exemple, je vais prendre mon tableau 2, je vais faire un point index of. Donc là, la signature de la fonction me dit return the index of the first occurrence of the value. En fait, il faut que je mette, par exemple, la valeur à rechercher. Et si j'affiche cette valeur, il me renvoie 2. Pourquoi 2? Parce que la valeur bravo se situe à l'index 2. Maintenant, si je cherche une valeur qui n'est pas dans le tableau, par exemple Charlie, qui n'est pas inclus dans le tableau, ça me renvoie -1. Donc je sais que index of, la valeur que je recherche, me renvoie -1 si ma valeur n'est pas dans mon tableau, ou renvoie l'index, donc forcément positif entre 0 et la longueur du tableau, -1, de la valeur à rechercher. Il existe une autre méthode qui fait ça, c'est la méthode include. Alors à la seule différence que la méthode include ne va pas renvoyer l'index de la valeur. En fait, si on regarde sa signature, ça nous renvoie un booléen. En fait, ça va tout simplement nous renvoyer vrai ou faux si la valeur à rechercher est dans mon tableau ou pas. Là, ça m'envoie vrai. Si je mets Charlie ou char ou enfin peu importe, une valeur qui n'existe pas dans le tableau, on va voir que ça va me renvoyer false. Voilà, donc deux méthodes différentes. Le include renvoie un booléen vrai ou faux si la valeur est dedans, et le index of, lui, va renvoyer l'index de la valeur, ou -1 si la valeur n'est pas dedans. Alors, il existe aussi un deuxième argument facultatif pour ces méthodes. On voit ici dans la signature, on a fromIndex avec un point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est un argument facultatif, qui signifie qu'on peut indiquer à partir de quel index on veut faire notre recherche. Par exemple, si je recherche alpha, mais à partir de l'index 2, donc qui commence ici, et bien là, mon résultat va m'envoyer -1, puisque alpha n'existe pas dans le reste du tableau à partir de l'index 2. Et c'est exactement la même chose pour include. On a exactement ce fromIndex aussi qui existe. Alors maintenant, on va pouvoir faire des choses intéressantes avec ces tableaux ici. Ça va être de transformer ce tableau en chaîne de caractères avec la méthode .join. Et là, en fait, je vais prendre mon tableau en entrée, lui appliquer un .join, et je vais avoir une chaîne de caractères en sortie. Je dois juste lui indiquer le séparateur, c'est-à-dire avec quoi on va concaténer tous les éléments du tableau. Et par exemple, si je mets 2 points et que j'imprime le résultat, voilà, ça nous renvoie une chaîne de caractères avec tous les éléments du tableau accrochés avec 2 points. Donc si je mets un espace, par exemple, ça va me renvoyer tous les éléments concaténés avec un espace.
Et si tous les éléments sont des mots d'une phrase, ça va me permettre de recréer une phrase, par exemple. Et il existe la méthode inverse qui va permettre de transformer une chaîne de caractères en tableau. Donc, je vais déclarer une chaîne de caractères. Salut, je suis une chaîne de caractères. Par exemple. En fait, ça, ce n'est pas une méthode de tableau, c'est une méthode de chaîne de caractères. Là, on avait une méthode de tableau qui nous renvoie une chaîne de caractères. Là, on va utiliser une méthode de chaîne de caractères qui va nous renvoyer un tableau. Donc, si je prends ma chaîne, je vais faire un point split. Et là, pareil, il faut que je lui indique le délimiteur. Et par exemple, si je dis espace et que j'imprime le résultat, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, ça m'a renvoyé ma chaîne de caractères, mais sous forme de tableau, en séparant avec un espace. Ça veut dire que ça a séparé tous les espaces par des éléments du tableau. Salut, je suis une chaîne de caractères. Alors attention ici, le délimiteur est supprimé de la chaîne. Tout comme ici, le délimiteur est ajouté entre les éléments, ici, ça supprime les espaces. Alors ici, dans l'affichage, on croit qu'il y a un espace là, mais en fait, il n'y a rien du tout. Et pour preuve, si je sépare, je fais un split avec le je, donc là je vais avoir un tableau avec deux éléments. Voilà, on a salut, virgule. Alors salut, virgule, parce qu'il y a une virgule ici. Mais le salut, virgule ici, c'est une chaîne de caractères. Et ça, c'est la virgule qui sépare le deuxième élément du tableau. Et on voit que suis une chaîne de caractères, donc il y a un espace ici. Par contre, mon je a disparu, puisqu'il sert de délimiteur pour transformer ma chaîne de caractères en tableau. Et les tableaux peuvent contenir des tableaux. Donc là, je vais déclarer tableau 3, je vais mettre tableau multi par exemple. Donc là, je déclare un tableau. Et je dis que le premier élément d'un tableau, c'est aussi un tableau. 1, 2, 3. Ensuite, je vais mettre encore des chaînes de caractères. Voilà. Et par exemple, là, je remets un tableau encore. Donc là, en fait, j'ai un tableau à plusieurs dimensions. On va dire 2 dimensions, puisque la dimension la plus grande, c'est la deuxième. Vu que on a le tableau d'origine et on stocke aussi des tableaux à une dimension dedans. Et par exemple, je peux accéder à un élément. Et si j'accède à l'élément 3, donc ce tableau-là, on va voir que ça va bien me renvoyer un tableau. Voilà, ABC. En fait, là, j'ai renvoyé l'élément 3, qui est aussi un tableau. Et du coup, je vais pouvoir aussi accéder aux éléments à l'intérieur de ce tableau. Et par exemple, je veux accéder à l'élément B ici. Donc c'est l'élément à l'index 1 de mon tableau à l'index 3. Donc là, je vais faire 3, 1. Et là, ça va m'envoyer B. Ça veut dire que je veux accéder au troisième élément de mon premier tableau. Donc élément 0, élément 1, élément 2, élément 3, c'est un tableau. Et donc j'ai le droit d'utiliser toutes les méthodes du tableau vu que c'est un tableau. Et en lui disant que je veux l'élément à l'index 1 du tableau à l'index 3, je récupère l'élément à l'index 1 qui est le B. Et du coup, en fait, je peux utiliser toutes les méthodes que j'utilise sur les tableaux. Et par exemple, je veux connaître la longueur de mon tableau ici. Et bien si je fais tableau multi 3.length, c'est-à-dire que je récupère l'élément à l'index 3 qui est ce tableau-là, et normalement ça va m'envoyer 3. Le tableau a 3 éléments. Et du coup, je peux aussi ajouter autant d'éléments que je veux dans mon tableau. Et par exemple, je vais rajouter un autre tableau ici, avec push, donc ça veut dire à la fin. Et là, je vais ajouter un autre tableau dedans. Et en fait, je pourrais faire aussi un tableau de tableau. En fait, c'est complètement infini. Voilà, là, on voit que j'ai rajouté un tableau dans mon tableau. Et je pourrais ajouter, me dire, ça finalement, hop. Ça, c'est une valeur, ça, c'est un autre tableau. Donc là, en fait, je vais ajouter un élément, un tableau à 2 dimensions dans mon tableau qui fait déjà 2 dimensions. Donc on va passer sur un tableau à 3 dimensions. Et en fait, de cette façon-là, par exemple, si je veux accéder à l'élément 2000 ici, eh bien, ça va être l'index 4. On va dire que c'est le quatrième index. 0, 1, 2, 3 et 4, vu qu'on va ajouter tout ça. Dans l'index 4, je veux l'élément 1. L'élément à l'index 1, c'est ce tableau-là. OK. Et maintenant, le 2000, c'est l'élément à l'index 0. Donc, 0. Là, et là, on voit que, vu qu'on a 3 index, on accède à un tableau à 3 dimensions. Et ça m'envoie bien 2000. Alors, on peut avoir autant de dimensions théoriques qu'on veut. Le plus souvent, on travaillera avec des tableaux à 1 ou 2 dimensions. Et notamment avec des tableaux carrés, enfin des tableaux rectangulaires. Alors, qu'est-ce qu'un tableau rectangulaire? Je vais déclarer un autre tableau. Par exemple, tableau rect égale 1, 2, 4, 5. Je mets des nombres au hasard ici. Et mon dernier, 6, 9 par exemple. Ça, c'est un tableau dit rectangulaire. En fait, c'est un tableau qui contient 3 éléments. Et ces 3 éléments-là sont aussi des tableaux. Et en fait, un tableau rectangulaire, c'est un tableau dont chaque élément a la même longueur.
C'est-à-dire que là, mon élément 1 a une longueur de 2, mon élément 2 une longueur de 2, et mon élément 3 une longueur de 3. Et pourquoi je dis qu'on travaillera très souvent avec ça? Quand on va travailler avec Google Sheet, en tout cas, on va travailler très souvent avec des tableaux rectangulaires. Pourquoi? Parce que dans Google Sheet, quand on va récupérer des valeurs, par exemple, ici, c'est toujours une sélection rectangulaire. Et en fait, les valeurs vont être récupérées sous forme de tableau à 2 dimensions. Avec la première dimension pour les lignes. Donc là, par exemple, j'ai de 12 à 30, je vais avoir 18 lignes, donc je vais avoir 18 éléments dans mon tableau. Et chaque élément, en fait, aura une longueur de 8. Si je fais les colonnes de B à I, j'aurai 18 éléments. Ces 18 éléments seront un tableau de longueur 8. Et ils auront tous la même longueur. En fait, je ne vais pas pouvoir faire des sélections comme ça, par exemple, ou des sélections comme ça. Je ne pourrai que récupérer des tableaux rectangulaires. Mais exactement comme dans Google Sheet actuellement, je ne peux pas faire un CTRL-C, par exemple, de ça. En fait, ça va me prendre que ma dernière sélection et pas toute la sélection. Voilà, à chaque fois, je peux travailler que sur des éléments rectangulaires. Alors maintenant, on va avoir des fonctions utiles qui vont nous permettre de parcourir les éléments d'un tableau. Donc, je vais appeler ça tableau avancé, par exemple. Je vais créer une nouvelle fonction. Et dedans, je vais me créer une variable et on va l'appeler price. Par exemple, avec une liste de prix de 1, 112, 14.5. Bon, je vais mettre plusieurs éléments. 256. Voilà, là, je déclare un tableau de nom. Et en fait, on va avoir une fonction. Là, je prends mon tableau. Il s'appelle for each, qui va nous permettre de parcourir les éléments. Et là, si je regarde sa signature, je trouve un truc un peu bizarre. Il met callback fn. Callback fn. En fait, ce qui veut dire callback function, fonction d'appel, qui va nous permettre de parcourir notre tableau. Value index array, une fonction qui n'envoie rien et qui va nous permettre de parcourir mon tableau. Alors, explication. Je vais créer une fonction ici, parcourir par exemple, qui va prendre 3 paramètres en entrée que je vais appeler value, i et table. Et vous comprendrez pourquoi. Voilà, tout simplement. Et pour l'instant, je vais juste afficher les valeurs de chaque élément. Donc, mylog value plus. En fait, je vais pas mettre value là, hop. Je vais juste mettre les valeurs séparées par un séparateur. Hop. Plus table. Alors, j'ai le droit de déclarer une fonction dans une fonction. Il n'y a aucun souci. Par contre, ma fonction parcourir sera accessible que dans la fonction tableau avancé. En fait, par exemple, je ne peux pas appeler la fonction parcourir à l'extérieur de la fonction dans laquelle elle est déclarée. En fait, quand on déclare une fonction ici, ça a la portée de la fonction. Donc, on va pouvoir l'appeler qu'à l'intérieur de cette fonction. Et là, je vais juste mettre parcourir, ma fonction ici, comme paramètre pour price. Et je vais exécuter cette fonction. Et ça m'a renvoyé 6 valeurs. Et avec à chaque fois, en fait, ça a pris ma fonction value i table. Et là, on voit que value, en fait, c'est la valeur qui est prise à chaque fois. Le i, ça va être mon index. Et le table, c'est le tableau entier. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? Le for each, on a parcouru notre tableau. Et à chaque fois, on voit que value, c'est la valeur actuelle qu'on est en train de parcourir. Donc ici, 2, 1, 100, 12, 14, 5, 256. On voit que c'est la valeur de notre tableau. I, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'index qu'on est en train de parcourir. Et table, c'est notre tableau complet. Donc en fait, en faisant ça, je peux appeler une fonction. Pour l'instant, là, elle fait juste du log. Mais en fait, je peux utiliser tous les éléments de mon tableau qui va itérer sur les éléments et permettre de les parcourir. Et si je ne mets pas de table ici, par exemple, ça fonctionnera aussi. Ça va juste prendre un paramètre, justement, la valeur et l'index. Et pareil, si je ne mets pas l'index, ça prendra la valeur. Donc là, ça va bugger parce que, voilà, i is not defined. Là, je n'aurai que la valeur. Donc, si je déclare qu'un seul paramètre, j'aurai la valeur que je suis en train de parcourir. Si je déclare un deuxième paramètre, j'ai appelé i, mais en fait, je peux l'appeler tout ce que je veux. Je vais appeler j si je veux aussi. J'aurai l'index. Et mon troisième paramètre sera le tableau. Là, je les écris value, i et table pour que ce soit plus clair, mais en fait, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Donc, c'est un peu lourd à écrire, parce qu'il faut qu'on déclare une fonction et ensuite qu'on l'appelle. Mais justement, on avait vu qu'il y avait une autre méthode pour déclarer une fonction de façon concise, qui consistait, on voit ici, const addition small, par exemple, égale, des parenthèses, égale flèche, les accolades. Et bien en fait, ici, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire mettre entre parenthèses mes arguments, mettre égal chevron, ouvrir des accolades, et par exemple, remettre mes valeurs ici. Hop, voilà, plus i, plus, hop, table. Et donc ça va fonctionner exactement de la même façon. Là, on voit que je n'utilise plus cette fonction-là. Ça va faire la même chose. Sauf que c'est beaucoup plus concis. En fait, ma fonction est directement intégrée à ma méthode for each. Hop, donc là, je vais commenter cette fonction.
Alors le problème de la fonction for each, c'est qu'on va travailler directement sur les valeurs du tableau. Et prenons un exemple. Par exemple, mon tableau, maintenant, je vais le déclarer en constante. Donc il n'est pas censé pouvoir être modifiable. Et dans mon for each, je vais dire qu'à chaque fois, je vais prendre table i, donc mon tableau que je suis en train de parcourir, donc ici prices, à l'index i que je suis en train de parcourir. Je vais dire, bah, la valeur à cet index-là, maintenant, c'est sa valeur d'avant, multipliée par 2. Et ensuite, si je fais mylog de prices, pour afficher mon tableau final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à la fin, en fait, on a modifié le tableau. Là, on voit 4, 2, 200, 24, 29, 512. Donc, c'est toutes les valeurs multipliées par 2. En fait, en faisant ça, on a directement modifié le tableau prices. Et on voit que même en le déclarant en constante, eh ben, on peut modifier un tableau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Pourquoi? Parce qu'un tableau, en fait, n'est pas un type primaire. Et du coup, en fait, le fait de changer des valeurs dans le tableau ne va pas intrinsèquement changer le tableau. Mon tableau prices sera toujours une constante. Exactement comme les fonctions ici qu'on déclare en constante. En fait, on va jouer et modifier des valeurs dans ma fonction, mais on ne modifie pas la fonction en elle-même, et du coup, ça reste une constante. Donc, en général, on évite de modifier la valeur d'un tableau avec for each. Une fonction qui va nous permettre justement de faire ça sans modifier les valeurs, ça va être la fonction map. Donc là, je vais déclarer encore une variable result. Là, je vais faire un prices.map. Fonction map, donc pareil, elle demande une callback function, donc une fonction à appeler. Ok. Je vais mettre exactement la même chose. Value eTable égale chevron ouvert. On ouvre les parenthèses pour la fonction. Je vais aussi tout afficher pour montrer que ça fait la même chose. Et là, du coup, je vais plus travailler sur la valeur du tableau, mais je vais retourner une valeur. En fait, ma fonction va retourner une valeur avec le mot-clé return. Et je vais dire que je veux retourner value x 2. Et à la fin, je vais loguer le prix et mon résultat. Donc là, du coup, on ne va plus toucher à mon tableau de base prices, qui reste de 1, 112, 14,5, 256. Par contre, mon tableau results, c'est le même tableau, c'est une copie, on va dire, mais avec tous les éléments multipliés par 2. En fait, prices.map permet de parcourir le tableau et ensuite de retourner une valeur calculée, par exemple, value x 2. Et là, c'est pareil, en fait, si je n'ai pas besoin de l'index ni de la table, bah, je peux ne pas les mettre. Et du coup, ça va fonctionner aussi, vu que là, je travaille que sur la valeur. Et même encore plus simple, si là, je ne veux pas loguer ma valeur et que j'ai une seule instruction, par exemple là, je multiplie par 2 les valeurs, donc c'est assez simple, eh bien, je peux écrire de façon encore plus concise, c'est-à-dire que je n'ai même plus besoin de mettre de return, je mets le x2 quand même, et en fait, je n'ai même pas besoin d'accolade non plus, et je n'ai même pas besoin de parenthèse ici. Voilà, alors ça, c'est très très concis. Là, je dis que j'utilise la fonction value qui m'envoie value x2. Alors, une autre fonction qui est utile aussi, ça va être prices.filter. Donc, exactement pareil, sauf que filter va me permettre de filtrer mon tableau et renvoyer en fait un tableau différent en fonction d'une condition. C'est-à-dire que je vais pouvoir tester des conditions et retourner la valeur que si j'ai une valeur qui m'intéresse. Par exemple, je vais mettre toujours pareil, value, mon paramètre, égale hop, je déclare une fonction. Et là, par exemple, je veux renvoyer que les valeurs paires. Alors, comment je fais? Eh bien, je vais utiliser le modulo, la division avec reste. Enfin, plus particulièrement le reste de la division. Pourquoi? Parce que le principe justement de la division avec reste, ce qu'on avait vu sur les nombres, le modulo ici, c'est qu'en fait, si je fais un nombre modulo un autre et que ça m'envoie 0, ça veut dire que ce nombre est un multiple du nombre que je teste. Donc en fait, je sais que si je prends value modulo pourcentage 2, que ça est égal à 0, donc là je fais un test, c'est une opération logique, là ça va m'envoyer vrai ou faux. Je sais que si ma valeur modulo 2 est égale à 0, ça veut dire que c'est un multiple de 2. Et du coup, ça va retourner la valeur que si cette condition est vraie. Si elle est fausse, ça va rien retourner. Et pour preuve, je log results. Là, je vais avoir que les nombres pairs. Voilà, 2, 112, 256. Il m'a renvoyé que les nombres entiers pairs. Donc voilà à quoi sert la fonction filter. Donc là, je renvoie que les nombres pairs, mais on peut faire tout un tas de choses dedans, hein. Le but, ça va être de faire un test, de dire que si ce test est réussi, ça retourne la valeur, sinon ça ne retourne rien. Et là, du coup, on voit qu'on a changé la dimension de mon tableau. Mon tableau de retour est plus petit que mon tableau initial, vu que je l'ai filtré avec des valeurs. Et enfin, une dernière fonction utile pour nos tableaux, ça va être la fonction .sort. Alors, qu'est-ce qui se passe si je l'appelle sans argument? Parce que là, c'est pareil, en fait, dans sa signature, elle me demande une fonction de comparaison. Eh bien, on va tout de suite voir ça. Je vais afficher la valeur de mon tableau une fois qu'il a été trié.
Donc là, quand on fait un point sort, on agit directement sur le tableau et on va directement modifier le tableau. Donc on avait 2, 1, 100, 12, 14, 5, 256. Et là, on a 1, 100, 12, 14, 5, 2, 256. On se dit, bah, c'est bizarre, c'est pas trié en fait. C'est pas un ordre croissant. 1, 100, 12, 14, 5. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un point sort sans argument, on va trier, mais pas de façon numérique. En fait, le JavaScript va tout transformer en chaîne de caractères et il va trier en fonction du caractère. Et du coup, il va prendre le premier caractère, il va regarder, comparer avec le premier caractère des autres éléments. Donc, par exemple 1, donc là on voit que 1, 1, 1, premier caractère, 2, 2, c'est bien fait. Ensuite, il va prendre le deuxième caractère, donc pour le 1, ça n'existe pas, ok. Ici, on a 0, il dit, ah bah 0, c'est plus petit que 2, c'est plus petit que 4, c'est plus petit que 5. Donc en fait, il va le mettre en premier. Donc ça va être un tri sous forme de chaîne de caractères et pas sous forme de nombre. Pour pouvoir trier par ordre croissant, il faut qu'on appelle une fonction de tri, ce qu'on appelle une fonction de comparaison. Et là, il nous dit compare fn à b, et ça renvoie un nombre. Alors en fait, a et b, je pourrais les appeler n'importe comment, peu importe. A, ça va être l'élément en cours à trier, et b, ça va être les autres éléments à comparer. En fait, c'est une fonction de comparaison qui va nous permettre de comparer les deux. Et si je fais un return a moins b, et bien là, je vais avoir tout mon tableau trié par ordre croissant, puisque ce sont des nombres. Voilà. Là, on voit que j'ai bien 1, 2, 12, 14, 100, 256. Donc en fait, à chaque fois, il va comparer A à B, avec le signe moins, A moins B. Du coup, ça va lui donner un nouveau nombre, et il va trier tous les éléments du tableau en fonction du nombre à chaque fois. Et si je veux trier par ordre décroissant, bah, au lieu de faire A moins B, je vais faire B moins A. Et là, j'aurai tout mon tableau trié par ordre décroissant. Voilà, 256, 100, 14, 5, 12, 2, 1. Donc attention quand vous utilisez la fonction sort sans argument, ça marche très bien pour les chaînes de caractères, mais pour les nombres, ça ne marchera pas. Et pour ça, il faut obligatoirement avoir une fonction de comparaison qui prend deux éléments, et pour trier par ordre croissant, c'est A-B, par ordre décroissant, B-A. Voilà un petit peu toutes les méthodes sur les tableaux. Je sais que c'est assez lourd à apprendre, mais c'est indispensable après pour bien savoir comment travailler avec des tableaux, et on va beaucoup utiliser les tableaux en programmation, que ce soit dans Google Sheet par exemple, pour manipuler des valeurs et des cellules, ou quand on va faire des appels à des API externes qui vont très souvent nous renvoyer des listes d'éléments en fait, sous forme de tableau. Donc comme d'habitude, dans la correction, vous avez tout bien, et vous n'avez plus qu'à exécuter les deux méthodes, tableau et tableau avancé, et tout est bien écrit à chaque fois. Cette vidéo sur les tableaux est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, nous verrons les boucles, c'est-à-dire comment exécuter plusieurs fois une série de codes selon un nombre précis d'itérations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.